Bien, bonjour à Non. tous. Alors, on va commencer la journée par un peu de chimie. En fait, la conférence, vous pouvez la comprendre à différents niveaux. Donc, j'ai voulu ici présenter un petit bilan des analyses, des méthodes analytiques qui sont utilisées depuis maintenant une quarantaine d'années, et puis ce qu'on peut faire et ce qu'on est en train de développer en continu. Ah oui, il faut être plus près, avec le développement des nouvelles technologies qui évoluent quand même très très vite. Donc, comme il y en a beaucoup que je n'ai pas encore vu, je vais refaire une petite présentation sur le type de prélèvement que l'on peut faire et le type d'échantillon. Donc, le raisonnement ici que je vous présente, c'est pour des céramiques. Donc ici, vous avez un tesson céramique qui est symbolisé par ce petit carré gris, avec à gauche une imperméabilisation par une résine, de la poix ou une cire, et à droite, un tesson non imperméabilisé. Donc ce tesson, ça peut être un pot, ça peut être une amphore. Donc les molécules qui sont contenues dedans, elles bougent. En fait, elles ne sont pas fixes. Même si vous avez un solide, au cours du temps, on appelle ça la diffusion des molécules, donc diffusion moléculaire. À chaque fois qu'un matériau est en contact avec un support poreux, il va bouger au cours du temps, plus ou moins lentement. Ça dépend de la porosité du support, ça dépend de la fluidité du matériau, de la température, par exemple. Cette amphore, par exemple, donc elle va contenir un premier matériau, par exemple du vin, donc ici symbolisé en violet, et vous avez les molécules du vin qui vont pénétrer progressivement à l'intérieur de la céramique qui est poreuse. Et à gauche, vous voyez que la céramique est imperméabilisée. Les molécules du vin, elles vont quand même pénétrer, elles vont arriver à passer la barrière de la poix tout en la poussant à l'intérieur des pores. Donc voilà, au cours du temps, en fait, vous avez cette diffusion et le tesson, sur une bonne partie de son épaisseur, va s'imprégner des molécules de l'imperméabilisant et du contenant. Puis, on peut envisager que cette céramique a contenu un deuxième matériau, par exemple de l'huile, symbolisée en jaune. Et là, vous voyez que les molécules d'huile, pareil, elles pénètrent à l'intérieur du tesson. Donc, plus ou moins rapidement, plus rapidement si le tesson n'est pas imperméabilisé. Puis après, cette céramique, elle va être abandonnée pendant des centaines, des milliers d'années. Et le tesson, il est toujours poreux, donc il va toujours capter les molécules qui sont autour de lui. Alors vous avez énormément de molécules organiques, donc des molécules qui viennent de l'environnement, les arbres, les plantes, l'herbe, qui sont au-dessus et qui vont se décomposer chaque année. Ça forme la litière, l'humus, et ces molécules, pareil, elles migrent à travers les couches de sol, elles finissent par rencontrer la céramique et elles l'imprègnent. Puis vous avez toutes les activités humaines, vous avez les excréments des animaux, par exemple. Donc toutes ces molécules vont venir pénétrer le tesson, cette fois-ci à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est les petits points verts. Et donc vous avez les activités humaines, on retrouve des engrais, on retrouve des plastiques, donc notre environnement est extrêmement pollué. Une fois que les fouilles archéologiques sont faites, donc on exhume ces tessons et on va essayer de les faire parler. Donc pour ça, on va s'intéresser à ces molécules qui sont captées à l'intérieur des pores de la céramique. Donc vous voyez que le propre de ces matériaux organiques archéologiques, c'est qu'ils proviennent de différents contenus, suivant toutes les utilisations successives. Ça peut être des matériaux bruts, ça peut être des matériaux qui sont élaborés, transformés par l'homme. Contrairement au minéral, l'organique se décompose très vite, c'est pour ça qu'on met la nourriture au frigo, par exemple. Donc là, on a des dégradations qui sont sur des milliers d'années et avec plein de paramètres qui sont absolument pas contrôlés, la température, l'hygrométrie, l'oxydoréduction. Donc ça, c'est chimique. Vous avez le biologique, vous avez les micro-organismes du sol et vous avez le physique, par exemple, des changements de température, des chauffes qu'aurait pu faire l'homme. Donc voilà, ces molécules, en plus, elles sont mélangées et il n'y a pas de strates, comme on a des petites billes, tout se mélange. Donc il faut essayer de faire parler ça et de revenir aux matériaux originels. Donc, comment extraire cette information chimique? Donc, il faut choisir correctement les objets et faire des prélèvements adéquats, adaptés aux problématiques archéologiques qui sont définies par les archéologues. Donc, s'il n'y a pas de questions archéologiques posées, le chimiste, il aura bien
beau faire autant d'analyses qu'il pourra, il n'arrivera pas à fournir des réponses. Donc ensuite, au laboratoire, donc toute la partie chimique, il faut une méthodologie adaptée. Donc ça, vous verrez, il y en a énormément qui évoluent. Donc il faut arriver à extraire les marqueurs, à les détecter, à les identifier et ensuite interpréter toutes les données, donc au regard de différentes sciences, notamment la biologie végétale, biologie animale et tout ce qui est biogéochimie, donc la dégradation de la matière organique dans l'environnement. Alors les techniques. Donc il y en a deux grandes. La chromatographie, c'était la première qui était utilisée à partir des années 70. On l'utilise toujours, c'est toujours à la base de toutes les analyses. En chromatographie, ça sert en fait à séparer des molécules. On a des mélanges complexes. Ce qu'on veut, c'est pas avoir des empreintes globales qui donnent très peu d'éléments, très peu d'informations, mais on veut des caractérisations précises molécule par molécule. Donc vous aviez la chromatographie sur couche mince, ici ça se faisait sur des petites plaques, ça c'était dans les années 70, 60, utilisé surtout en pharmacologie. Dans les années 70, on a développé la chromatographie en phase gazeuse, il y a aussi la chromatographie en phase liquide. Et voilà, donc l'échantillon est injecté ici dans un chromatogramme, c'est un four avec une colonne qui est toute fine, toute longue, qui peut faire de 10 à 100 mètres de long. Et les molécules, en fait, elles sont poussées et suivant leur affinité pour la colonne, elles vont mettre plus ou moins de temps à parcourir cette colonne à différentes températures. Et ainsi, on sépare les molécules. Donc voilà, c'est une méthode séparative. Vous avez l'équivalent en chromatographie en phase liquide. Et le grand changement, c'est le couplage à la spectrométrie de masse. Donc le spectromètre de masse, c'est ce que vous avez sur la gauche. Donc les molécules sont séparées dans un premier temps et une à une, elles sont identifiées par spectrométrie de masse. Vous avez l'équivalent en chromatographie liquide. Donc ça, c'est un spectromètre de masse un peu plus gros. Et puis, voilà, maintenant on est passé depuis une dizaine d'années à la spectrométrie de masse haute résolution. Donc le chromatographe en phase gazeuse, c'est cette petite machine à droite. Et le spectromètre de masse, c'est tout ça. Et puis, vous avez la très grosse machine. Donc là, on est sur des budgets qui sont très gros. Le petit spectromètre de masse d'avant, pour vous donner des ordres d'idées, ici, on est sur 40-50 000 euros. Là, on doit être sur 100 000 euros, 80 000. Ici, on est sur du 450 000 euros. Et là, on est sur du 2 à 4 millions d'euros pour une machine neuve. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, pourquoi les analyses aussi, elles coûtent cher. Et donc là, vous avez une très grosse machine avec un très gros aimant, les aimants qui sont utilisés comme dans les hôpitaux pour faire de l'IRM. Voilà, donc plus les machines sont grosses, en fait, plus on a des résultats qui sont précis. Alors, on ne peut pas tout caractériser d'un coup parce qu'on veut essayer de caractériser famille chimique par famille chimique. Et pour ça, la première étape, c'est d'utiliser une extraction efficace. Si on n'arrive pas à extraire la matière, on aura beau utiliser les plus grosses machines qui soient, on n'aura aucun résultat. Donc pour ça, on utilise des solvants organiques qui permettent de dissoudre les lipides, les sucres, les résines. Donc ça, c'est des méthodes qui ont été développées par les Anglais il y a déjà une trentaine d'années. Il y a des méthodes qui sont plus spécifiques pour, par exemple, sortir les acides gras, les deux principaux, palmitique, stéarique, pour faire de l'analyse isotopique, donc isotopique des isotopes stables du carbone. Donc ça, la méthode, elle est de 1994, développée par Bristol. Donc ça donne accès qu'à une partie de la matière organique, mais la matière organique, elle est piégée à l'intérieur de l'argile dans les nanopores. Par exemple, vous avez l'argile, c'est un détoxifiant. C'est beaucoup utilisé, c'est à la mode en ce moment. L'argile capte l'eau, capte toutes les toxines du corps, par exemple, si vous en avalez. Et ça capte aussi tous les contenus des récipients où elle est utilisée, donc tous les récipients céramiques. Et ces molécules, elles vont en fait se placer entre les différents feuillets. L'argile a une structure en feuillet, c'est pour ça qu'elle absorbe. Et ces molécules, une fois qu'elles sont piégées dans les feuillets, elles ne peuvent plus en sortir. Donc, il faut utiliser des méthodes assez drastiques en milieu basique ou en milieu acide pour essayer de sortir ces marqueurs. Donc ça, c'est des développements que
qu'a fait Alessandra Pecci, que j'ai fait. Donc ça, c'était pour extraire les marqueurs du vin. Alors le vin, c'est un très gros champ de bataille. Donc les différents labos se font la guerre. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Donc avec Alessandra, on a développé nos protocoles et en fait, on a eu une grosse fronde des Anglais qui utilisent toujours les mêmes méthodes. Et comme ils n'ont jamais vu ces marqueurs, ils ont décidé que non, les protocoles n'étaient absolument pas valides et que voilà, c'était des résultats inventés. Et en fait, le labo d'York, ils sont associés à 5 labos anglais et allemands pour essayer de refaire marcher nos 2 protocoles. Et au bout de 2 ans, ils y sont arrivés. Alors tout simplement, ils n'étaient pas arrivés avant parce qu'ils n'avaient pas attaqué l'argile assez fort pour essayer justement de séparer ces feuillets et puis après de libérer les molécules qui étaient piégées dedans. Et voilà, donc c'est par ces seules méthodes qu'on arrive à identifier des marqueurs du raisin, des marqueurs de la fermentation, donc qui donnent accès à tout le volet du vin, du cidre, de la bière, etc. Et puis il y a d'autres molécules très importantes aussi, les protéines, donc ça qui demandent des protocoles d'extraction et d'analyse complètement à part. Donc voilà, la deuxième étape, donc après l'extraction, c'est l'analyse et la caractérisation. Donc pour les petites molécules, on va utiliser de la chromatographie en phase gazeuse parce que ces molécules, elles sont volatiles. Pour les molécules plus grosses ou qui craignent la température, qui se dégradent, on va utiliser la chromato liquide et toujours identifiée par spectrométrie de masse. Donc en fait, c'est vraiment la méthode de base depuis 20 ans. Si vous n'avez pas l'utilisation de la spectrométrie de masse, vous ne pouvez pas être très très sûr des résultats. Donc voilà, il y a d'autres essais qui ont été faits, par exemple en RMN, donc la résonance magnétique nucléaire, mais on a des échantillons qui sont beaucoup trop complexes. En fait, on a des milliers de molécules qui sont mélangées. Donc, si on fait un spectre global, RMN ou infrarouge, par exemple, on n'arrivera jamais à avoir une caractérisation correcte des matériaux organiques. Donc voilà le résultat d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse. Vous avez en fait au cours du temps des molécules qui sont séparées suivant leur volatilité. Et couplé à la spectrométrie de masse, en fait, pour chaque pic ici séparé, vous avez un spectre de masse qui est en fait l'identité de la molécule et qui permet de l'identifier. Donc une manip doit durer 45 minutes à peu près et on enregistre un spectre à 10 spectres par seconde à peu près. Alors voilà la grosse évolution qu'il y a eu depuis 5-10 ans. Avant, on avait ce style de spectromètre de masse qu'on appelle simple résolution. Donc ici, je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez l'échantillon qui sort de la chromatographie en phase gazeuse qui est ionisé là. Et en fait, vous avez seulement un analyseur qui sert à séparer les masses et ici détecter pour donner le spectre de masse. Donc voilà ce que c'est un spectre de masse, ici du cholestérol. Vous avez en fait, la molécule, elle pèse 458 et vous avez ça comme définition de signal. Donc 458, 459, 460. Qu'apporte la haute résolution? Donc là, je suis désolé, le petit schéma ici à l'envers, l'ionisation a lieu ici. Ici, vous avez un premier quadrupole, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, voire un sixième et septième ici, et l'analyseur est ici. Donc vous voyez que le quadrupole qui était utilisé pour séparer les masses ici, en fait, vous en avez au moins 6 à 8. Et l'orbitrap va mesurer les ions à la sortie. Et au lieu d'avoir une résolution unitaire, vous avez une résolution qui est de 10-5, 10-6 unités de masse. Donc voilà le spectre de masse, exactement le même que celui au-dessus. Seulement là, quand vous regardez le pic à 458, et ben là, vous avez 458, 59, 60. Ici, vous avez des pics qui sont très très fins, 58, 59, 60. Et vous voyez avec 5 chiffres après la virgule. Donc, a priori, en première approche, si le spectre de masse est le même, ça n'apporte pas tellement d'infos. En fait, si. Pour des molécules basiques comme le cholestérol, ça n'apporte rien. Mais pour des molécules plus complexes, en fait, on a une autre donnée qui est, alors je vous montre ici, le spectre de masse et avec les 458,39 388, vous avez les 5 chiffres après la virgule qui permet en fait de calculer la formule brute
on a accès aux différents isotopes de chaque élément et du coup, en calculant les masses avec 5 chiffres après la virgule, on arrive à déterminer cette formule brute à partir de la masse exacte, donc C30, H54, OSI. Et comme ça, on est absolument sûr avec une précision. Alors quand on est en dessous de 1 ppm, on sait qu'on est bon, qu'on a une bonne identification. Ici, quand on est à 0,03, bon, on sait qu'il n'y a pas de doute, c'est absolument ça. Il n'y a pas de doute possible. Donc là, vous voyez que c'est une méthode qui est plus sensible. La résolution est 5 à 6 ordres de grandeur plus grande et on n'identifie plus les molécules seulement par leur spectre de masse, mais aussi par leur formule brute. Alors après, les données, elles sont très importantes. Pour une analyse, par exemple, avant, quand j'avais l'appareil simple, le GCMS, j'avais à peu près 50 à 100 composés par analyse qui étaient identifiés. Maintenant, avec la HRMS, j'en ai à peu près 1 millier. Donc, les données sont absolument gigantesques à traiter. Si on fait un traitement manuel, j'ai essayé de faire ça pendant plusieurs mois, de faire évoluer les méthodes, je me suis perdu complètement. Donc, il faut utiliser des outils informatiques pour le traitement des données. Alors, faire à la fois un traitement informatique et toujours une vérification manuelle. Donc, voilà par exemple un chromatogramme. Et avec la haute résolution, on arrive très bien à faire sortir le profil des acides gras, le profil des contaminants. Donc, je passe sur les détails. Comme on sait qu'on a exactement les bonnes molécules, on peut en plus les quantifier. Si on n'avait pas la haute résolution, on peut s'amuser à faire des quantifications sur les produits majoritaires, mais on n'est jamais sûr. Et sur les mineurs et les traces, on ne peut absolument pas. Et là, par exemple, vous voyez les grands pics ici, c'est des contaminations environnementales, c'est des plastiques. Et les petits pics, ici, vous avez des stérols. Et ce qui m'intéressait ici, c'était les stanols. En fait, les coprostanols, c'est des marqueurs d'excréments. Et donc, on arrive à les faire très facilement sortir du signal. Ici, vous voyez qu'on ne les voit pas dans le signal brut. Et là, on arrive à bien les extraire. Une fois qu'on les a bien extraits, on peut les quantifier. Et à partir de références, on peut en fait identifier quel était l'animal. Donc, si c'était de l'humain, du porc, du cheval. Donc voilà, là on arrive à très bien les identifier. Donc ça, c'était un exemple d'un boulder one du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc malgré les pollutions, on arrive quand même à sortir une information exploitable. Donc le traitement statistique des données est réalisé en même temps qu'un traitement manuel. Toutes les statistiques sont absolument contrôlées. Et donc, il y a plusieurs types pour faire parler les données, soit le clustering, mais là, ça donne souvent des résultats qui sont faux, on a des faux positifs. Et ce qui marche le mieux, en fait, c'est l'analyse en composantes principales, où en fait, on va alors pas faire d'approche globale, mais en fait, on va faire ce traitement des données famille chimique par famille chimique, parce que chaque famille chimique, en fait, se dégrade à une vitesse différente, elle réagit différemment au cours du temps. Donc, si on compare quelque chose qui se dégrade très vite à quelque chose qui ne se dégrade pas du tout, en fait, on va avoir des résultats qui sont complètement faussés. Et bien sûr, on compare tout à des références, soit de la bibliographie, soit des matériaux qui sont analysés au laboratoire suivant les mêmes conditions. Donc là, par exemple, c'était quelque chose que j'avais développé sur le raisin et puis je suis en train de le faire évoluer pour caractériser les différents fruits. Donc le but était d'identifier le raisin. Donc on arrive par des marqueurs en plus dans le raisin noir de distinguer le raisin blanc et le raisin noir. En faisant de l'expérimentation, en refaisant des recettes romaines à base de pommes, de poires, je me suis rendu compte aussi que l'acide tartrique, il était contenu dans ces fruits. Donc, ce n'est pas un marqueur spécifique du raisin, mais quand il est très dominant, on a vraiment affaire à du raisin. Donc, très dominant, en fait, c'est à gauche du graphique. Et puis, l'acide malique, quand il est très présent, cet acide est caractéristique, donc on va dire, des fruits riches en acide malique. Et quand on fait un bilan de la bibliographie en botanique, on est surtout dans des rosacées, donc les pommes, poires, coings. Et puis après, il y a d'autres fruits qui sont intéressants, toutes les baies noires qui contiennent aussi le même marqueur que le raisin noir. Et là, il faut encore travailler pour essayer de les différencier. Donc par exemple avec la mûre et la myrtille. Voilà.
Alors, un autre avantage de la spectrométrie de masse haute résolution, c'est sa sensibilité. Ici, vous voyez une cruche qui avait été découverte dans les fouilles du parc Saint-Georges à Lyon, donc des fouilles de Tony Silvino. Et Catherine Henny, en 2005, avait fait des analyses de paléogénétique et avait identifié l'huile de palme, donc qui était assez bizarre dans ce vase. J'avais fait les analyses à la même époque et pareil, j'avais un grand pic d'acide palmitique et dominant avec quasiment pas d'autres acides gras. Et quand on fait le bilan de toutes les huiles végétales, il n'y a que la palme qui présente ce profil-là. Donc mon hypothèse aussi, c'était aussi la palme. C'est quand même très bizarre, ça a choqué les archéologues. Et en fait, j'ai fait pas mal d'analyses pour Lyon dans différentes séries. Et puis, de temps en temps, je ne savais pas pourquoi, j'avais un échantillon qui s'appelait à chaque fois différemment. Et il m'avait reglissé cet échantillon. Donc, en 2007, par là, j'ai fait les analyses. En 2012, et puis encore, il y a 2 ans, j'ai refait cet échantillon avec la haute résolution. Et là, j'obtiens exactement la même réponse. Donc, toujours de l'huile de palme. Et puis, avec énormément de petits marqueurs. Donc, ça, c'est grâce au protocole du vin et du raisin. Donc, là, on voit bien une huile végétale dégradée avec pas mal d'acide malique, de l'acide tartrique, des cires végétales. Donc, les cires végétales, c'est des marqueurs de fleurs, sommité florale, de feuilles ou encore de rameaux. Et puis, donc une boisson fermentée très riche en acide malique, donc on est sur des rosacées, et puis toute une série de petits composés qu'on ne voit pas ici parce qu'il faut augmenter l'intensité, donc des alpha, bêta, ionones, vous avez toute la liste ici des molécules. Et quand on fait le bilan, donc là, il faut aller voir chez les parfumeurs. En fait, cette composition chimique, avec surtout l'isophorone, damascone, rosoxyde, et puis les ionones, c'est en fait une composition caractéristique de la rose. Donc en fait, cette amphorette, elle avait bien contenu de l'huile de palme qui avait été aromatisée avec des roses infusées dedans. Donc l'analyse paléogénétique de Catherine Henny tenait absolument la route, mais elle ne voyait par exemple que le matériau principal, la palme, et pas les autres. Donc, on va passer à la métabolomique. Donc, toutes les sciences omiques. Omiques, c'est en fait des sciences analytiques qui utilisent la haute résolution, surtout la spectrométrie de masse. Donc, ça, c'est des protocoles que j'avais développés pendant ma thèse spécifiques des lipides. Et je passe vite. Donc, ça, c'est l'approche traditionnelle proposée par les équipes anglaises en chromatographie en phase gazeuse où on cherche les triglycérides, ils sont là. Et suivant leur distribution, si c'est large ou étroit, on peut différencier, voilà, un petit diagramme, les marqueurs, les graisses d'animaux non ruminants, les graisses d'animaux ruminants et les produits laitiers. Donc voilà ce que ça fait ici. Quand on passe en spectrométrie de masse, donc ça c'est un protocole que j'avais développé pendant ma thèse, on a une meilleure résolution parce qu'on travaille sur des molécules lourdes. Donc je passe assez vite. Voilà l'information. Et alors, en faisant le référentiel, alors là, il faut tout faire maison parce que comme c'est une méthode nouvelle, personne ne l'a utilisée avant. Donc, on est obligé d'analyser tous les matériaux, les huiles, les graisses, une à une pour se faire le référentiel. Et ce qu'on voit, c'est que les huiles végétales, elles ont un profil qui est très étroit. Les produits laitiers, ici, ils ont un profil qui est très, très large, sauf le lait de chameau. Et les graisses donc, de non-ruminants, elles sont là. Les graisses de ruminants, elles sont là avec des molécules qui sont impaires et paires, alors que l'autre, elles sont que paires. Donc voilà, on arrive par le profil à distinguer ruminants, non-ruminants et produits laitiers. Et si on s'intéresse aux produits laitiers ici, on peut aller un peu plus loin avec la spectrométrie de masse. On prend cette molécule-là, à 42 atomes de carbone, on la casse et on arrive à voir la distribution des acides gras et ainsi on peut distinguer les animaux. Donc voilà à quoi ça sert. Alors le problème est que ces méthodes sont valides quand les graisses ou les huiles elles sont non hydrolysées, donc quand on a ces triglycérides natifs. Quand tout est hydrolysé en acides gras, en fait on n'a que les acides gras à 18, 16, 14, 12 atomes de carbone. Donc il faut essayer de les faire parler. La méthode que j'utilise en premier, ce sont les stérols pour dire qu'on a affaire à des animaux et pas à des végétaux, donc on est sur des graisses.
On peut regarder les impairs. Donc ça, c'est des marqueurs de bactéries. Les bactéries sont présentes dans le rumen des animaux ruminants. Donc ça permet bien de distinguer les ruminants des non-ruminants. Et ensuite, il y a des marqueurs spécifiques, phytaniques, pristaniques, des acides gras ramifiés qui proviennent aussi des bactéries qui me posent un peu de problème sur certains échantillons actuellement. Donc, une approche du labo de York, on s'intéresse à une molécule, l'acide phytanique, et suivant ses isomères, si vous voyez que là, il y a 1 ou 2 pics, on est sur des produits laitiers ou du ruminant, ou bien alors, s'il n'y en a qu'un, pic sur des ressources marines, donc aquatiques, eau douce ou eau de mer. Donc voilà, là je l'ai dit tout à l'heure, c'est la même chose pour les acides gras. Alors voilà, pardon, ici on a un profil de produits laitiers, ici de graisse de ruminants, ici de non ruminants. Le problème des céramiques, on peut avoir plusieurs utilisations, donc plusieurs contenus qui se superposent. Et si on superpose tout, en fait on voit que les produits laitiers peuvent cacher une graisse de ruminant qui peut cacher à son tour une graisse de non ruminant. Donc, on verra mieux les produits laitiers que les ruminants et que les non-ruminants. Alors, d'autres méthodes ont été développées pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc ça, c'est l'approche anglaise du labo de Bristol, la méthode d'Evershed développée à partir de 94-98. Donc c'est une analyse des isotopes stables de 2 molécules seulement. Il s'intéresse à l'acide palmitique et à l'acide stéarique. Et en fait, il mesure la différence entre la quantité de carbone 13 et de carbone 12. Et ils ont défini un référentiel avec 3 zones, donc la zone des produits laitiers, la zone des ruminants et la zone des non-ruminants qui est ici. Donc voilà, et pour s'affranchir en fait du décalage isotopique en fonction de l'alimentation du bétail, suivant ce qu'elle mange, en fait, ils ont traduit le graphique différemment, donc ici avec les produits laitiers, les ruminants et les non-ruminants. Alors, des petites critiques sont nées, mais assez timides, parce que c'est très dur de critiquer le laboratoire de Bristol, qui a développé cette méthode. Donc ça vient des Suisses à partir de 2006. En fait, ils sont intéressés à d'autres animaux et d'autres plantes. Et vous voyez tout à l'heure, il y avait les trois ellipses là. Et là, quand on introduit les autres animaux, donc du bétail, du poisson et différentes plantes, en fait, on tombe sur les mêmes zones. Donc, et quand vous avez un point qui ne tombe pas dans la bonne ellipse, comment vous l'interprétez? Donc ça, c'est... Déjà en 2006, les Suisses ont commencé à se poser des questions. Quand vous avez une céramique qui a été utilisée rien que 2 fois, vous avez une superposition de 2 signatures isotopiques. Et là, qu'est-ce que vous faites? Donc, par exemple, si vous avez un mélange de 3 matériaux, la signature finale, ça va être le barycentre. Donc, vous êtes en dehors des ellipses et vous ne savez pas comment interpréter. Donc, voilà ce qu'avait publié Evershed avec ces 3 ellipses. Donc, c'est le modèle. Drieux, donc du labo de York, en 2021, a proposé un schéma un peu plus complet avec toujours, donc vous voyez ici les produits laitiers, les ruminants qui sont là, les non-ruminants qui sont ici. Les produits marins, ils tombent pile poil au-dessus des non-ruminants. Si vous intégrez le lièvre, si vous intégrez les végétaux ici, les végétaux, vous allez tout recouvrir, rien qu'avec les céréales. Donc, en fait, on a des Drieux commence à dire qu'il y a des problèmes d'interprétation quand vous n'avez qu'un point. Est-ce qu'il est, même s'il est dans l'ellipse, en fait, vous ne savez pas trop. Et là, j'ai essayé de faire une synthèse en rajoutant les poissons, les crustacés, les gastéropodes, qu'est-ce qu'il y a encore ? Les poissons d'eau douce, s'ils sont au Royaume-Uni ou au Kazakhstan, vous voyez que les ellipses, elles ne sont pas au même endroit. Là, j'ai introduit les céréales, je n'ai pas introduit les huiles, je ne sais pas trop où elles sont, je n'arrive pas à trouver les données. Et en fait, les ruminants, pareil, suivant ce que mange la vache, vous avez un décalage de cette ellipse comme ça. Si elle mange, par exemple, du maïs, de l'ensilage, vous avez un décalage. Donc, quelle interprétation on peut vraiment faire de ces résultats? Ça peut être un petit peu problématique. Et le problème est que donc le modèle que vous avez vu là avec les 3 ellipses ne tient en compte
c'est son postulat de départ, que des graisses animales, sans prendre en compte les végétaux. Alors pourquoi? J'ai enfin trouvé l'article, donc un article, une recherche de 2004 et de 2008 sur l'imprégnation des céramiques. Donc il faisait bouillir des différentes recettes, et donc les imprégnations, elles sont surtout en haut. Pourquoi en haut? Parce que quand on fait bouillir de la viande ou des légumes, les cires, elles remontent, donc elles imprègnent le haut. Alors ça, c'est valable que pour des recettes bouillies. Si vous avez du frit, du braisé ou du stockage, en fait, le matériau va toujours être en bas. C'est pour ça que je préconise toujours de faire des prélèvements en bas des vases. Alors c'est vrai qu'on aura moins de matière, la concentration est plus faible que pour une recette bouillie, mais on aura de toute façon toujours le liquide qui sera au fond du vase, il aura laissé des traces. Et donc voilà, et dans cette expérience, en fait, ils ont fait cuire 10 fois du brassica, sans dire lesquels, sans dire les quantités. Donc les brassicas, ce sont des choux. Alors c'est vrai que le chou, les feuilles sont très riches en cire, c'est pour ça qu'on les fait blanchir. Et donc là, on a une signature de chou. Et dans le même pot, après, ils ont fait cuire de la viande, de mouton. Alors, on ne sait pas, dans un article, c'est une fois, dans l'autre fois, dans un autre article, c'est 5 fois. Et là, vous voyez la signature des graisses animales. Et la conclusion, je ne sais pas comment. Donc ça, maintenant, c'est une conclusion qui est reprise dans tous les articles, dit que les graisses animales imprègnent 150 fois plus que les graisses végétales. Alors le problème, c'est qu'ils ont comparé la graisse de mouton, qui est quand même la plus grasse animale, la viande la plus grasse qu'il soit, avec un légume. C'est vrai que le chou, si c'est du chou, c'est assez riche en cire, mais est-ce qu'on peut vraiment comparer du mouton avec du chou? Et surtout, généraliser cette hypothèse, cette conclusion que les animaux imprègnent 150 fois plus que les végétaux. Donc là, je trouve qu'on est sur un problème où on a trop longtemps négligé les végétaux, et en fait, quand on cherche les végétaux, on les trouve. Alors la méthode que j'utilise, c'est sur les stérols. Alors les stérols, ils sont 100 fois moins concentrés que les acides gras, donc il faut des méthodes qui sont plus sensibles et vraiment optimisées. Et là, sur un site, par exemple, que j'ai fait récemment, il y avait 4 vases à parfum, brûle-parfum, et puis ici une lampe. Et en bas, donc vous avez peu de cholestérol, beaucoup de cytostérol qui est végétal. En haut, vous avez beaucoup d'animal. Donc les vases à parfum, ils ont surtout des contenus gras animaux. Et la lampe, c'était bien une lampe à huile, une lampe végétale. Voilà, et donc ça, j'ai eu de nombreux articles qui ont été bloqués récemment avec des critiques très très fortes, et notamment disant que les huiles n'imprégnaient pas les vases, donc c'était impossible de trouver des signatures. Sauf que pour le néolithique, c'est vrai qu'on n'a pas un récipient de référence. Quand on travaille sur l'époque gallo-romaine, il suffit de s'intéresser aux amphores à huile. Et là, Françoise Formanti en 1976, Alessandra Pecci, moi, on trouve tous les marqueurs de l'huile d'olive, et non seulement les acides gras, mais aussi tous les marqueurs stérols, triterpènes. Et là, on est capable d'identifier les olives. Et là, juste pour vous montrer rapidement un traitement statistique des données, donc les marqueurs, ça c'est pas à partir d'échantillons modernes, mais Archéo, une série à côté d'hier. Et donc là, vous voyez tous les petits marqueurs, les petits acides de 4 à 8 à 9 atomes de carbone, ils sont regroupés. Donc en fait, ils ont la même signification, ça veut dire qu'ils proviennent du même matériau. Ce sont les produits laitiers. Ici, vous avez les marqueurs impairs, et ici, vous en avez d'autres qui sont ubiquistes. Donc, c'est ceux qui sont utilisés pour les analyses isotopiques. Et là, on voit bien, en fait, on distingue ici les produits laitiers, clairement, là, les ruminants, et puis là, on ne sait pas trop ce qu'on a. Et si on fait le même traitement statistique avec les stérols, on voit très bien le cholestérol, le latostérol. Alors, le latostérol, pareil, c'est un marqueur que j'ai découvert il y a très récemment, qui est présent partout, mais il faut le chercher. Et en fait, le latostérol n'est présent que dans le plasma sanguin. Et le plasma sanguin, c'est donc le sang, c'est le lait et la viande. Donc, en fait, la présence de latostérol permet de distinguer une graisse d'une viande. Donc ça, c'est tout nouveau. Et puis, vous avez les marqueurs végétaux qui sont ici. Donc là, vous voyez bien une distinction entre les corps gras animaux et les corps gras végétaux. Voilà, puis je vais m'arrêter là parce que les protéines, c'est un autre sujet. Donc, attention, la conclusion, c'était celle-là. Voilà, donc maintenant, on est passé à une nouvelle phase pour les analyses chimiques.
Donc, grâce à la haute résolution, donc vous voyez dans différents domaines, tous les sciences omiques, donc c'est la lipidomique, la protéomique, la métabolomique dont je vous ai parlé. Vous avez la paléogénétique et donc toutes ces sciences, ces techniques nouvelles, en fait, bon, elles coûtent très très cher, elles demandent extrêmement de compétences. Donc, généralement, c'est que des labos de chimie qui font ça, mais avec des bons référentiels et en contrôlant toujours en parallèle avec des matériaux modernes, authentifiés par des botanistes ou par des spécialistes des animaux, et en refaisant des recettes. En fait, on a des outils très très puissants, des référentiels très puissants pour identifier les différents contenus des matériaux. Donc, je n'ai pas à montrer tellement d'exemples, mais vous en aurez tout au long de la journée des analyses que j'ai pu faire pour les uns et les autres. Voilà, je vous remercie.